Merci pour votre présentation. Je me suis dit, en vous écoutant au tout début, réintégrer la question des profils sociodémographiques est un geste artificiel, parce qu'en fait, on est avec des amateurs de jeux vidéo au départ, vous êtes revenu à la fin sur le fait que ce sont des amateurs de jeux vidéo, et je me suis dit, en fait, vous êtes en train de décrire d'abord des amateurs de jeux vidéo qui vont au concert, et que la comparaison avec les profils sociodémographiques est un geste artificiel en plus. Et puis en même temps, effectivement, dans les extraits d'entretien que vous nous avez donnés, en tout cas il y en avait un qui avait on va dire, une compétence quasi musicologique d'analyse de ce qui se passait. Et ma question du coup, elle est, est-ce que ça c'est quelque chose qui se déploie de manière assez générale dans les gens que vous avez, chez les gens que vous avez interrogés? Et puis une autre question, est-ce que du coup, comment vous articulez ça, y compris ensuite, dans ce que vous allez continuer à faire avec votre équipe, avec l'expérience du jeu vidéo? Et est-ce que du coup on parle d'amateur de musique, d'une carrière d'amateur de musique ou d'une carrière d'amateur de jeux vidéo, est-ce qu'on est avec des oreilles de joueurs de jeux vidéo comme les oreilles de nageuses que vous avez étudiées à un autre moment? Merci de cette belle question et puis de belle articulation de mes objets de recherche. Alors effectivement, ça peut paraître un peu artificiel de dresser le portrait de ces amateurs présents lors des concerts. On se dit, bah, oui, évidemment, c'est des gens qui aiment la musique, puis qui aiment le jeu vidéo. Effectivement, sur d'autres analyses, je montre qu'ils sont principalement joueurs et puis ils viennent à ce concert. Ça fait écho en fait à une autre question, un autre un peu angle d'approche que je développe, c'est-à-dire est-ce que ce concert va changer leur vie dans la consommation musicale? Ça me permettrait de dire que c'était complètement des étrangers au concert et pouvoir les suivre à l'issue du concert. Je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je dis. Voilà. Et donc ça fait le lien avec ce que vous disiez sur cet amateur qui est très compétent, qui a presque une compétence de musicologue, comme vous dites. Il est très compétent, mais ce qui m'explique dans ces entretiens, c'est que c'est parce qu'il a découvert, c'est parce qu'il est allé au concert classique qu'il a découvert le son de l'orchestre. Après ça, il a acheté des abonnements d'abord à Pleyel, puis maintenant à la Philharmonie, il s'est inscrit à l'opéra, et il s'est dit, mais la musique c'est formidable, je vais me documenter là-dessus. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir qu'il correspond au profil des autres, c'est un gamer, il va pas au concert, mais il écoute beaucoup de musique classique quand même, c'est deux choses différentes, et il devient un professionnel, enfin un amateur, un expert, quoi. Alors, la deuxième question, c'était les amateurs. Ah oui, les amateurs de l'oreille. Sur l'expérience de jeu vidéo, c'est comment on passe de l'expérience du jeu vidéo à l'expérience du concert et avec quel prix, quelle science. Voilà, mais j'en suis au début de la recherche, c'est vraiment ça qui m'intéresse. C'est cette question des prix sur la musique et aussi des changements, enfin des similitudes entre comment on va évoquer la puissance dans un jeu vidéo avec le son 8 bits ou avec une banque de sons, puis comment on va exprimer la puissance avec un orchestre symphonique, quels sont les points communs, qu'est-ce qui est pertinent, c'est-à-dire qu'est-ce qui permet de reconnaître la puissance ou qu'est-ce qui permet de reconnaître l'élan d'amour entre les deux. Et ça va me renseigner justement sur cette oreille de joueur, quels sont les éléments musicaux irréductibles qui signifient quels sont les éléments musicaux irréductibles qui sont c'est pas caricaturaux, c'est... Pardon? Archétypaux, oui, merci. Je fais une conférence interactive, vous avez vu? Un mot chacun. Voilà, archétypaux. Merci. Alors déjà, merci. Moi, je n'avais pas entendu Zelda depuis 20 ans, je crois. Et donc, je pense que maintenant, si je l'écoutais en musique comme je l'écoutais à l'époque, ça me ferait saigner les oreilles. Là, je n'ai pas reconnu au début, mais j'avais... Merci beaucoup. Je voulais juste dire qu'effectivement, donc moi je fais partie de cette catégorie a priori de gamers, geeks et tout ça. Maintenant j'écoute de la musique, j'ai toujours baigné dans la musique par contre violemment et pas du tout par les jeux vidéo quand j'étais petit. Avant on écoutait de la musique sur jeux vidéo
dans du beat, etc. Maintenant, l'industrie du jeu vidéo lève plus de fonds que l'industrie du cinéma. Je pense qu'on est tous conscients que l'industrie du cinéma a généré tout un pan de musique avec des spécialistes, des auteurs prolifiques, etc. Et je pense qu'on est en train de voir la même chose dans le jeu vidéo, et en particulier une certaine catégorie que moi je ne suis plus depuis longtemps, qui s'appelle le space opera, est en train de créer des morceaux de classiques qui sont absolument magnifiques, et moi je me retrouve à écouter des BO de jeux, alors que je ne joue plus, mais j'écoute juste les BO parce que c'est absolument magnifique. C'est des concerts gigantesques avec des orchestres incroyables et des voix magnifiques. Donc je pense que, enfin j'espère en tout cas que la nouvelle génération est en train de découvrir la musique et s'ouvre à la musique grâce à ça aussi, pour répondre à la question de est-ce que ça amène aussi à la consommation musicale à proprement parler. Je pense que j'espère que c'est le cas en tout cas. Merci. Merci. Je fais juste... Oh. J'ai vu tellement de monde se lever, ça m'a fait un petit choc. Je trouve ça très intéressant de dire si j'écoutais le 8 bits, ça me ferait saigner les oreilles. Je trouve qu'il y a quelque chose d'amusant. Je ne suis pas sûre que les amateurs qui réécoutent ces musiques en version originale, ça leur fasse forcément saigner les oreilles. Il y a un côté nostalgique. La nostalgie est beaucoup évoquée dans les entretiens. Le moment aussi où je suis un gamer geek, non, mais ça me permet de réfléchir à d'autres thématiques. Sur un des questionnaires, j'ai un spectateur qui m'a dit « On n'est pas que des geeks, merci de faire ce questionnaire ». Et c'est vrai que j'essaye d'élargir un petit peu les questions, pas simplement à leur pratique vidéoludique, mais aussi à leur pratique artistique en dehors, ce qu'ils écoutent comme musique, mais ce qu'ils ont comme pratiques associées différemment. Et c'est ce tuilage en fait, de différentes sphères d'intérêt culturel avec la place du jeu vidéo au milieu qui m'intéresse. C'est-à-dire comment tout ça se tuile et s'articule. Et le space opéra, ça me fait penser à... Alors, je ne sais plus quel opus de Final Fantasy c'est, mais dans le 6, je crois, il y a un petit opéra qui a été écrit par Nobuo Uematsu, vous avez pu le voir tout à l'heure. Et c'est deux choses intéressantes. Un de mes enquêtés m'a dit qu'il avait découvert l'opéra grâce à ce moment de cinématique qui dure 15 minutes, donc un opéra de 15 minutes. Et puis Nobuo Uematsu, dans les entretiens, explique qu'il ne connaissait pas les codes de l'opéra, il s'est documenté pour pouvoir écrire ce passage d'opéra. C'est amusant de voir la pénétration, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, la pénétration de sphère, même dans les compétences que développent les compositeurs dans les jeux vidéo. Donc il y a une modification du métier de compositeur aussi dans le jeu vidéo. J'aurais des questions pour tous les gens, mais juste une seule. Est-ce que l'école, l'éducation en général, profite de cette situation pour faire des gens connaître la musique symphonique? J'en ai absolument aucune idée, mais je peux passer la parole à notre référente en la matière. Vous avez dit, c'est une conférence interactive. Bah oui, mais en fait, c'est ce que je vais faire, c'est d'aller grâce à vous. Parce que les élèves me parlaient très souvent de musique de jeux vidéo, et bon, je ne voyais pas trop comment je pouvais transposer ça dans ma classe. Alors moi, par rapport justement à l'expérience d'écoute, ce que je trouve très intéressant, c'est que lorsque les gens vont au concert, ils ont une écoute presque savante de la musique, puisqu'ils recherchent des thèmes, et c'est un petit peu ce que nous, on essaye dans nos classes de faire. Alors, je voulais juste savoir, justement, par rapport à cette expérience d'écoute, est-ce que, quand même, les auditeurs arrivent à s'extraire de l'univers du jeu vidéo? Je m'explique, c'est que souvent, quand on écoute de la musique, il y a des images qui nous viennent à l'esprit, il peut y avoir des histoires, des scénarios qui se construisent dans notre tête, en tant qu'auditeur. Est-ce que les auditeurs de vos concerts arrivent à avoir des images qui viennent autres que celle des jeux vidéo? Je ne sais pas si je suis... Oui, tout à fait. Et finalement... Oui. Alors, j'ai mis écoute savante, oui, mais...
Ah oui, cette écoute savante, cette écoute savante dont je parlais tout à l'heure, j'avais pas le temps de rentrer dans les détails, mais les amateurs entre eux ne sont pas, c'est pas si homogène que ce que j'ai pu décrire là. C'est-à-dire, il y a certains des amateurs de musique de jeux vidéo qui sont dans ces concerts, qui sont assez dédaigneux vis-à-vis d'autres spectateurs qui viennent, voilà. Mais quoi qu'il en soit, il y a quand même ce jeu d'aller retrouver avec, voilà. Déjà, nous, c'est ce qu'on apprend, c'est un peu le verbe, mais c'est ce qu'on apprend dans nos classes. Oui, oui, bien sûr. Et cet argument, justement, pour classer ces amateurs selon deux catégories, ceux qui seraient des vrais amateurs puis simplement des nostalgiques, c'est justement cette capacité à s'extraire du jeu vidéo. Quand Florian, tout à l'heure, disait il faut que la musique puisse tenir debout toute seule, il dit que les concerts où il n'y a pas d'image et qui sont réorchestrés, donc ce Zelda de 45 minutes, c'est une vraie façon de s'extraire du jeu vidéo. On passe à un autre stade de la musique, elle est autonome. Mais il y a des concerts qui continuent à jouer sur cette image avec la projection vidéo derrière. Les images que les gens se créent dans leur tête. Voilà. Donc est-ce que dans vos questionnements, est-ce que ça peut faire partie? J'ai pas encore traité cette question. Mais en même temps, on parlait tout à l'heure, j'ai parlé des oreilles de nageuse, donc, je travaillais sur la musique de natation synchronisée, puis du travail du compositeur. Finalement, le compositeur, il joue aussi sur ces images qui sont créées. Le compositeur a lui-même donc toujours des images, souvent quand il crée, et également les interprètes, beaucoup d'interprètes de musique classique. Je sais que j'avais assisté à un concert à Paris avec Guidon Kremer, et il parlait, il avait joué donc une sonate de Weinberg, il avait recréé un scénario. Michael Rodi, pareil, un pianiste russe, écrivait des pages et des pages et des pages avant de jouer, quoi. Et Lam Lam, quand il était plus petit, quand il jouait des sonates de Mozart, il imaginait les robots conducteurs qui se battaient. Il imagine aussi le personnage du roi singe. Enfin bon, pour lui, la musique, c'était vraiment une bande-son d'un film qui se faisait intérieurement. Mais sur cette question, il y a Marc Pernoud qui a travaillé là-dessus en parlant des musicos et de la façon dont ils arrivaient à communiquer entre eux pour faire une interprétation entre ceux qui avaient le langage musicologique pour parler de la musique et ceux qui n'avaient pas ce langage-là et qui étaient obligés d'utiliser un métalangage ou un langage vernaculaire qui se créait leur propre vocabulaire pour parler de la musique. Et cette dimension visuelle de ce qu'est un accord qui va être sombre, un accord qui va rebondir, un mode de jeu qui est tonique, voilà. C'est une métaphore. Chanteuse, on a justement ce genre de langage, comment on parle, comment on écrit. Merci beaucoup.